Souvent dans l'histoire, les liens entre le basket et la pop culture ont été très liés, notre sport préféré ayant inspiré bon nombre d'œuvres cinématographiques ou artistiques. Entre le duo de films Space Jam avec Michael Jordan puis LeBron James, He Got Game de Spike Lee avec Ray Allen, Blue Chips avec Shaq et Penny ou encore Coach Carter, tout un paquet de scénarios de films s'articule autour du basketball. Dans une de ses anciennes vidéos, le 6ème homme avait d'ailleurs parlé de ses films de basket préférés, et parmi eux, un avait une place toute particulière, White Men Can't Jump, les blancs ne savent pas sauter, pour les non-anglophones. Dans ce film, vous pouvez notamment y apercevoir Marques Johnson, joueur NBA bien connu, quintuple All-Star, passé notamment par les Bucks et les Clippers. À la fin de sa carrière, ruiné par les blessures, l'ailier s'est orienté vers le 7ème art, jouant différents petits rôles, mais c'est bien le personnage de Raymond qu'il a joué dans le film de Ron Shelton qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Raymond, c'est cet ancien joueur NBA qui perd sur le playground face à l'équipe formée par Wesley Snipes et Woody Harrelson. Mais saviez-vous que l'histoire de ce joueur était inspirée par des faits réels ? Le personnage de Raymond se base sur une histoire vraie, et son récit était souvent conté aux joueurs NBA qui arrivaient dans la ligue. Toujours vous trouviez un vétéran qui vous racontait le parcours de Reggie Harding. Il était un savant du basket qui à Détroit a remporté 3 titres de suite au lycée. C'était un joueur de 2m13 qui pouvait dribbler, shooter, et qui en ce temps était l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la ville de Détroit. Grâce à son talent, mais aussi en lien avec des raisons d'éligibilité, Harding fut le premier joueur qui sauta la case universitaire et qui fut drafté en NBA juste à sa sortie de high school, à seulement 21 ans, ce qui n'était finalement que très peu courant dans les années 60. Malheureusement, en plus d'être un sacré joueur de basket, il était aussi sacrément accro aux substances illicites, et sa carrière NBA fut plus que décevante. Après 4 saisons dans la Grande Ligue et plusieurs suspensions, son aventure en tant que professionnel était déjà terminée, ce qui pousse à l'intérieur à s'inscrire encore plus dans la délinquance. Ce que faisait Reggie, c'est qu'il allait cambrioler les maisons de ceux qui lui vendaient de la drogue. Il faisait la même chose dans les magasins d'alcool et tout autre type de commerce. Il arrivait masqué du haut de ses 2m13 avec un flingue et réclamait l'argent. Quand les victimes le confrontaient, parce qu'elles le reconnaissaient, il niait constamment, il gardait l'argent et s'en allait en courant. C'était un vrai produit de la banlieue est de Détroit, qui fréquentait les prostituées, les proxénètes, les dealers de drogue. Et le personnage de Raymond a été inspiré par son histoire. C'est bien en lien avec ça que dans le film on voit Raymond à un moment cambrioler un magasin avec un masque sur le visage. Mais le truc c'est que autant on connaît bien son personnage dans White Man Can Jump, autant Reggie Harding lui a vite été oublié. Mais du coup qui est-il exactement ? D'où vient-il ? Et qu'a-t-il vraiment fait dans la vraie vie pour aller jusqu'à inspirer une œuvre si importante dans l'espace cinématographique dédié au basketball ? Eh bien justement c'est ce qu'il nous semblait intéressant de traiter aujourd'hui. Avant de commencer, petit rappel puisque notre agence de voyage Trip Double a sorti quasiment tous les voyages de la saison. Vous avez le choix entre New York, Los Angeles, Miami et Chicago. En attendant bien sûr, San Francisco. Mais il y a aussi un voyage exceptionnel à Las Vegas puisqu'on vous emmène vivre la toute première NBA Cup avec au programme le Final Four, les 2 finales et la finale. L'assurance donc de voir 3 grosses affiches et des matchs à élimination directe qui vaudront le déplacement. Puis on sait que la NBA mettra le paquet sur tout ce qui va entourer ce Final Four pour cette toute première. Puis Las Vegas, ce n'est pas seulement les casinos et les hôtels luxueux, c'est aussi des choses spectaculaires chaque soir et surtout l'occasion de découvrir les incroyables parcs qui se trouvent aux alentours. Par exemple, si vous voulez faire une escapade d'1 ou 2 jours pour aller voir le Grand Canyon, la Vallée de la Mort, Bryce Canyon ou encore Zion et plein d'autres parcs, c'est possible. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas, puisqu'il ne reste plus beaucoup de place, et ça se passe sur tripdouble.com ou sur le lien en haut de la vidéo. Né à Détroit le 4 mai 1942 d'une mère de seulement 17 ans et d'un père inconnu, le jeune Reggie fut rapidement abandonné. Poussé par ses propres parents, sa mère n'eut pas le choix que de lui trouver un nouveau foyer. C'est ainsi qu'il fut adopté par des amis de la famille, qui promirent de prendre soin de cet enfant non désiré. Pour autant, cela n'a pas empêché sa mère Lily Mae Thomas de garder un fort lien avec lui, pendant son adolescence, et même sa vie d'adulte. De son côté, Reggie grandit, et à 10 ans, il se passionne pour le basket. Le souci, c'est qu'au départ, il est trop timide pour demander aux enfants de son âge de partager le terrain avec eux, et pendant longtemps, il reste sur le côté, à les observer. C'est à ce moment-là qu'un voisin, Bill Ervin, prend la décision de le présenter aux autres enfants du playground du quartier, et très vite, Harding prouve qu'avec sa taille et ses qualités, il pourrait bien se construire un réel avenir dans le sport de haut niveau. Comme Marques Johnson l'a dit, il est ensuite rentré au lycée, où il a remporté 3 titres, et fut rapidement considéré comme le meilleur joueur de basket de l'histoire en provenance de Détroit. Malheureusement pour lui, des soucis de notes et de comportement ne lui permettaient pas de rejoindre la fac, malgré les 135 offres qu'il aurait reçues, selon ses dires. Mais lui explique que ce ne sont pas ses résultats scolaires ou son attitude qui l'ont privé d'un avenir à l'université. Non, ce qu'il raconte, c'est qu'il n'était prêt à s'engager qu'avec une seule fac, celle de Niagara, qui a priori ne semblait pas hyper chaude à l'idée d'offrir une bourse aux jeunes joueurs pourtant si talentueux. C'est ainsi qu'il décide de quitter Détroit pour rejoindre le Nashville Christian Institute, afin de continuer à jouer au basket, le temps d'attendre qu'il soit éligible au niveau professionnel. Là-bas, il continue à performer, suffisamment en tout cas pour se présenter à la draft de 1962, durant laquelle les Pistons, l'équipe de sa ville natale, décident de le sélectionner avec le 29e choix, malgré tous les red
red flags qui entouraient un joueur déjà réputé pour sa forte consommation de produits illicites. Mais bon, à cette époque, la prise de coke n'était pas rare en NBA. Ce qui choquait plutôt, c'était de drafter un joueur qui sortait tout juste du lycée. Et oui, forcément, cette sélection a fait débat, vu que la NBA à l'époque avait un règlement clair. Un joueur qui avait sauté la case NCAA pouvait être drafté, mais pour qu'il joue en NBA, il fallait qu'il ait passé au moins un an à se former en dehors du lycée. Il n'a donc pas pu jouer tout de suite. Les Pistons ont réussi à conserver ses droits, et Reggie Harding, après avoir passé un an à jouer en tant que pro dans une ligue mineure, pouvait enfin faire ses grands débuts en NBA pour la saison 1963-1964. Enfin, pas vraiment tout de suite, parce que dès le départ, son comportement n'a rassuré personne. Avant même le début de la saison, il fut écarté du roster pour des raisons disciplinaires, car en ce temps, il était sous le joug d'une enquête judiciaire. Pendant cette suspension, la franchise du Michigan décida tout de même de le former, auprès d'un spécialiste, qui lui apprit notamment à maîtriser un hook aussi bien main droite que main gauche, qui promettait d'être dévastateur. C'est le 18 janvier 1964 qu'Harding put faire enfin ses débuts avec les Pistons, après avoir joué plusieurs matchs exhibition sous le maillot de l'équipe amateur des Harlem Road Kings pendant sa suspension. Au bout de seulement 4 matchs en NBA, son talent lui permet d'obtenir le spot de pivot titulaire, rôle qu'il gardera tout au long de sa saison rookie, terminé sur des moyennes de 11 points et 10 rebonds par rencontre. Pas mal. Red Auerbach, alors coach mythique des Celtics, s'était de son côté lui aussi très rapidement rendu compte du potentiel de l'intérieur de Détroit. Vous pouvez dire ce que vous voulez de la qualité des big men qui vont sortir de la fac en 64, mais les Pistons disposent déjà d'un intérieur qui va tous les surclasser. Reggie Harding a les qualités requises pour devenir l'un des meilleurs pivots de la ligue. On s'en doute, après une telle déclat, formulée par une telle légende, les attentes étaient très hautes concernant la saison sophomore de Harding chez les Pistons. Sauf que ça, vu de l'extérieur, c'était facile à dire, mais dans les coulisses, au sein de son équipe, les choses ne se passaient pas si bien que ça. Parce que ouais, Harding avait beau posséder d'immenses qualités de basketteur, qui lui permirent de poursuivre sur les mêmes bases statistiques, son implication était loin d'être tous les jours au rendez-vous. Entre les moments où il s'endormait littéralement aux entraînements, les avions qu'il manquait pour cause de retard, et ses affaires hors terrain, le pivot ne se comportait pas comme le joueur exemplaire qu'il devait être. En août 1965, par exemple, il fut arrêté pour avoir agressé un flic pour une histoire de ticket de parking. Nerveux le bonhomme. Au tribunal, il fut reconnu coupable, et les Pistons lui infligèrent une amende record pour l'époque, de $2000. Assez logiquement, ces déboires poussèrent immédiatement la NBA à le suspendre, pour l'intégralité de la saison suivante. Un an plus tard, lors de l'été 1966, Harding menace de porter plainte si on ne l'autorise pas à revenir dans la Grande Ligue. La NBA est à l'écoute et veut bien lever la suspension, ce qui amène les Pistons à lui proposer un nouveau contrat d'1 an, pour $15 000. Dans le Michigan, cette histoire fait les gros titres, son retour étant mis en avant comme la rédemption du délinquant le plus grand en taille de toute l'histoire. L'attitude incertaine du joueur, les dirigeants de la franchise de Détroit la connaissent parfaitement, cependant hors de question pour eux de se passer d'un tel talent. Pour Dave DeBusschere, alors coach des Pistons, Harding était tout simplement, avant sa suspension, le 5e meilleur pivot de la ligue, derrière Will Chamberlain, Bill Russell, Nate Thurmond et Walt Bellamy, excusez du peu. Le souci c'est qu'après un an sans jouer, le niveau de l'intérieur n'est plus le même. Devenu toxicomane au plus haut point, il arrive dans une condition physique exécrable et une santé complètement détruite. Évidemment, il ne retrouve pas le temps de jeu de ses débuts, et ses stats et son impact baissent drastiquement. Dans le vestiaire, il ne fait rien pour se faire accepter par le groupe, il s'isole, et sur le terrain, il n'en fait qu'à sa tête, ce qui pousse les Pistons à l'envoyer vers Chicago dès l'été 1967, pour un 3e tour de draft, une contrepartie ridicule. Mais heureusement que les Bulls n'ont pas dépensé plus pour lui, car au bout de 14 petits matchs seulement, il fut licencié, pour avoir largement prolongé, et sans prévenir, un congé qui lui était accordé pour assister aux funérailles de sa mère adoptive. De plus, il confirme rapidement sa réputation. On dit de lui qu'il ne se douche pas après les matchs et les entraînements, et que sa serviette ne lui sert qu'à emballer le gun qu'il porte constamment avec lui dans son sac de sport. C'est dommage car à cette époque-là, Chicago avait vraiment besoin d'un pivot, et Red Kerr, le coach, croyait réellement en Harding. Néanmoins, ce dernier semblait totalement irrécupérable. Nous avions besoin d'un pivot. J'avais entendu les rumeurs sur le fait qu'il était constamment armé, mais je ne voulais pas y croire. Sauf qu'un jour, il a fait un 1 contre 1 contre Finn Robinson et il perdait. Il lui a alors dit de dégager s'il ne voulait pas qu'il sorte son gun de son sac. Et tout le monde l'a pris au sérieux. Et puis, son attitude et sa violence ont également coûté la victoire lors de certains matchs. En fait, c'est comme si Harding ne se préoccupait aucunement du résultat. Il ne pensait qu'à lui et au compte qu'il voulait régler. Je me rappelle d'une fois où nous enchaînions les défaites et nous jouions à Los Angeles. Il fallait que l'on gagne absolument. Il nous restait quelques secondes sur l'horloge et les Lakers avaient la balle et nous menions d'1 point. Je fais alors rentrer Reggie pour défendre sur Mel Kounce, leur pivot. Je ne voulais pas qu'il puisse recevoir un alley-oop. Kounce est arrivé sur la ligne des lancers, il a reçu la balle, mais il n'a pas réussi à marquer. Le buzzer a retenti, et moi j'étais en train de célébrer, de crier parce qu'enfin nous avions gagné un match. Sauf que quand j'ai levé la tête, j'ai vu Reggie envoyer une droite à Mel Kounce pour je ne sais quelle raison. Il a obtenu 2 lancers, il les a mis et nous avons perdu. Comment garder un tel trublion dans l'effectif en vrai? Vous commencez à le comprendre, la carrière NBA de Reggie Harding est complètement en train de partir en eau de boudin à ce moment-là. D'ailleurs, après son renvoi de Chicago, la NBA, il n'y remit jamais plus les pieds, ne suscitant plus aucun intérêt de la part des coachs ou dirigeants
dirigeants de la Grande Ligue. Cependant, au vu de ses qualités, Harding comprit bien que s'il voulait continuer à gagner sa vie, il devait continuer à jouer au basket, en tant que professionnel. C'est ainsi que dès le mois de janvier 1968, il s'engage avec les Indiana Pacers, qui alors évoluaient en ABA. Là-bas, plus que par son jeu, il marque les esprits par son agressivité, lui qui n'hésite pas à jouer ultra physique, à la limite de l'acceptable, durant toutes les rencontres auxquelles il prend part. Cela lui vaut même d'être pourchassé jusqu'au vestiaire par Byron Beck des Denver Nuggets, à qui il avait envoyé volontairement un énorme coup de coude en pleine face. Son coéquipier à l'époque et leader de l'équipe Roger Brown parle bien de l'expérience qu'il a vécue avec Harding sous le maillot d'Indiana. C'est un clown, mais il avait du talent. Il jouait très physique, c'était un joueur malin. Mais son comportement nous empêchait de le laisser sur le terrain trop longtemps. Vous pouviez être sûr qu'à chaque fois ou presque, ça finirait mal. Évidemment, avec une telle attitude, il multiplie les amendes infligées par son équipe. Le GM des Pacers, Mike Storen, dut même engager quelqu'un pour le surveiller, pour l'emmener à la salle, afin d'être sûr qu'il soit présent au match et aux entraînements, et même lui servir de garde du corps. Ça, vous pouvez l'imaginer, ça lui a fait péter un câble à Harding, qui à ce moment-là a multiplié les débordements et fut suspendu pour l'intégralité des playoffs, car il refusait désormais de s'entraîner. Seuls les matchs l'intéressaient. Pour beaucoup d'analystes de l'époque, Indiana aurait eu de très bonnes chances de devenir champion ABA cette saison-là, avec un Harding dans leur rang au moment des playoffs. Mais vous l'avez compris, son côté ingérable ne permit pas à l'équipe de le conserver dans l'effectif. Malgré un bon passage de 25 matchs en ABA sur des moyennes de plus de 13 points et 13 rebonds par rencontre, et 2 dernières perfs à 26 points de moyenne, la carrière de basketteur professionnel de Reggie Harding était définitivement terminée. En même temps, si l'on fait un bilan des 4 saisons qu'il a passées en tant que pro, force est de constater que son palmarès est bien fourni. Il fut arrêté à 11 reprises, notamment en raison d'affaires liées à la cocaïne, mais ce n'est pas tout. Durant une interview diffusée à la télé, il menaça de mort le GM des Pacers quand il a pris sa suspension pour les playoffs. Et puis, il avait fait la même chose quelques semaines plus tôt, en visant son colocataire de chambre et coéquipier, Jimmy Rale, à la suite d'une dispute entre les deux hommes. Non, définitivement, Reggie Harding n'était pas une personne fréquentable, et vous comprendrez pourquoi les Pacers l'ont à leur tour viré. Et le truc, c'est qu'être banni de la NBA, puis de la ABA, ne lui a pas remis la tête à l'endroit, bien au contraire. Toujours complètement accro à la coke et sans source de revenus, l'intérieur prit définitivement la route de la criminalité. Dès le mois de juin 1968, il reçut une balle et fut surveillé à l'hôpital par la police, suite à une histoire de braquage. La semaine suivante, retour à l'hosto pour lui, avec cette fois-ci une balle dans chaque jambe, reçue apparemment dans 2 incidents différents. Oui, ne mâchons pas nos mots, tous les jours, Reggie Harding flirtait avec la mort, ou la prison. Ainsi, en 1969, dans le Michigan, ce qui devait arriver arriva. L'ancien joueur NBA fut condamné à 2 ans et demi de prison, pour vol à main armée. Bon, c'est déjà mieux que de se prendre une balle, ou finir au cimetière, hein. Surtout que pendant qu'il purgeait sa peine, des éléments semblaient montrer qu'il était prêt à se remettre en question. À sa sortie, en juin 1971 d'ailleurs, il affirmait qu'il était à nouveau sur le marché, pour apporter ses talents à n'importe quelle équipe NBA qui voudrait de lui. À ce moment-là, il semblait fit, motivé, mais en raison de son passif, absolument aucun GM ne fut prêt à tenter le pari. Évidemment, cette déception fut difficile à encaisser, surtout que quelques semaines plus tard, il apprit le décès de sa mère biologique, tuée par balle après une dispute avec son mari. Il n'en fallait pas moins pour que Harding retombe très rapidement dans la coke et dans ses histoires les plus sombres. En septembre 1972, soit seulement 2 semaines après les funérailles de sa mère, il reçut 2 balles dans la tête alors qu'il attendait la voiture d'un pote sur le bord de la route en raison d'un conflit visiblement lié à une transaction de drogue qui serait mal déroulée. Emmené directement à l'hôpital, il succomba à ses blessures quelques heures plus tard, laissant derrière lui une femme et 2 enfants. Notons d'ailleurs que l'un de ses fils, Reginald, a pris perpète en 1988 pour assassinat. Les chiens ne font pas des chats. À titre posthume, Reggie, lui, fut accusé de viol, une histoire remontant au lycée. En effet, à l'époque, il aurait agressé sexuellement Florence Ballard, future chanteuse des Supremes. Le mec était juste une ordure, qui n'en avait rien à faire des lois, et ne pensait qu'à son propre plaisir, peu importe ce que les autres pensaient. Ouais, Reggie Harding, toute sa vie, a dû jongler avec de très sombres démons, qui finalement auront été fatales pour lui, et ont éclaboussé bon nombre d'autres personnes victimes de ses comportements. Ceci dit, une chose est sûre, son talent pour le basket était réel, et c'est bien pour ça que plusieurs ont tenté de lui faire confiance, malgré son attitude déplorable. Harding est finalement devenu un exemple pour les joueurs NBA qui l'ont suivi, un exemple à ne pas suivre. À sa façon, il aura marqué la Grande Ligue, à tel point d'en inspirer le personnage de Raymond dans White Man Can't Jump. Comme quoi, et malgré un passage professionnel très bref, Reggie Harding aura tout de même largement fait en sorte qu'on se rappelle de lui dans le monde du basket. Mais pas pour les bonnes raisons. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.